Discutons-en avec Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien et animateur du podcast Israël, État d'une nation. Bon après-midi, Eylon. Bonjour Julia, bon après-midi. C'est un plaisir de vous parler. Aujourd'hui est une journée aussi positive qu'espérée. Après mardi, où nous avons marqué le 2e anniversaire de l'attaque du Hamas contre votre pays, qui a fait 1200 morts et 251 otages, il semble maintenant y avoir un véritable espoir que ces otages puissent rentrer chez eux, ceux qui sont encore en vie, ou que leurs corps soient rapatriés pour être enterrés dignement d'ici lundi. Quelle est votre réaction à cela? Les Israéliens poussent un immense soupir de soulagement à l'idée que ces otages, arrachés à leur lit, enlevés lors d'un festival de musique, séparés de leur famille, puissent enfin rentrer chez eux après 2 ans passés piégés dans des tunnels sous Gaza, enchaînés, menottés, affamés, torturés, maltraités. Ils rentrent chez eux, c'est une avancée majeure. Jusqu'à présent, le Hamas gardait les otages comme monnaie d'échange, comme levier pour survivre à la guerre qu'ils ont déclenchée le 7 octobre, afin de pouvoir recommencer encore et encore. Et le président Trump a vraiment pesé de tout son poids ici et a forcé le Hamas à libérer les otages avant la fin de la guerre, alors que les forces de défense israéliennes sont encore à Gaza. Et la prochaine étape sera de négocier une fin de la guerre qui désarme le Hamas, démilitarise Gaza et déradicalise la population. Ça a une très bonne... C'est encore loin dans le futur. Vous soulignez aussi que le Hamas a utilisé les otages comme monnaie d'échange. Ils savent qu'ils ont déjà eu des otages auparavant. Ils ont pu échanger un otage, une soldate, contre plus de 1000 prisonniers détenus dans les prisons israéliennes, y compris des terroristes et des meurtriers. Pourquoi seraient-ils aussi disposés à abandonner les otages qui sont pratiquement leur seule monnaie d'échange? Pourquoi l'ont-ils fait maintenant? Car beaucoup, notamment les idiots utiles, disent que Netanyahou aurait pu accepter cet accord bien plus tôt. Mais cela n'était pas envisagé. Le Hamas aurait pu libérer les otages à tout moment s'il l'avait voulu, ou une idée folle. Il pouvait s'en passer dès le début. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, le génie du plan de Donald Trump, c'est que c'est le premier plan qui sépare la rançon pour les otages du plan pour mettre fin à la guerre. Jusqu'à présent, le Hamas exigeait de garder les otages jusqu'à la fin de la guerre. Il voulait même garder les corps pour garantir qu'il pourrait commencer la reconstruction. Cela signifie reconstruire ces tunnels tout en gardant les corps des otages. Le président Trump a déclaré « Non, 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 tous les otages doivent d'abord sortir. Vous ne pouvez pas les garder. Ensuite, nous négocierons la fin de la guerre, ce qui résultera, selon moi, d'une combinaison de facteurs. Premièrement, la pression militaire israélienne constante a poussé les dirigeants survivants du Hamas dans leur dernier retranchement, Israël ayant éliminé la plupart des chefs dans la bande de Gaza. Et la pression diplomatique américaine qui a amené les soutiens du Hamas, les pays qui le soutiennent, à lui dire que la partie est terminée. Le Hamas est maintenant plus isolé diplomatiquement que jamais auparavant. Ses plus grands soutiens, Julia, sont actuellement les gens dans les rues de Londres, de New York et d'autres villes occidentales. À l'international, le monde s'est uni contre le Hamas grâce au leadership américain. Ils exigent que vous libériez les otages, puis que vous vous désarmiez. Il n'y a plus de partisans qui souhaitent encore qu'ils gouvernent Gaza le lendemain de la guerre. C'est fascinant de voir la réaction de nombreux grands diffuseurs au Royaume-Uni, comme la British Broadcasting Corporation, EGV et Sky, dont nous avons parlé plus tôt dans l'émission. Sont en deuil? On pourrait croire que les gens seraient plus heureux. Encore une fois, toutes ces personnes prétendument pro-palestiniennes, préoccupées par les bébés à Gaza, j'attends tous leurs messages de célébration sur notre prochaine, mais aucun ne semble arriver. Mais il semble y avoir une réaction plutôt réticente à cet accord. Et je sais que si Obama avait conclu cet accord, était allé aussi loin, si le président Biden l'avait fait, il serait en train de crier de joie et de louer leur génie diplomatique. Donald Trump, quelles que soient ses motivations, veut-il un prix de la paix ou simplement qu'on parle de lui? Je m'en fiche. Hier, quelqu'un a dit « Donnez-lui le Nobel de la paix ou de physique ». Qui s'en soucie s'il conclut cet accord? Il est fascinant de voir combien de personnes rejettent cet accord juste parce qu'il vient de Donald Trump. Oui, avec le prix de physique, il a défié la gravité. Mais toi, Julia, c'est différent. La raison pour laquelle le mouvement pro-palestinien n'est pas satisfait de cet accord n'a rien à voir avec Donald Trump, et il n'aurait pas réagi différemment si cela avait été le président Obama. C'est un fait.
Le massacre du 7 octobre a déclenché des célébrations dans les rues de l'Occident. Le mouvement qui défile dans les rues de Londres, appelant à l'intifada, scandant de la rivière à la mer, n'est pas un mouvement pacifiste, c'est un mouvement pro-guerre. Ils veulent simplement que le Hamas gagne cette guerre parce qu'ils partagent l'objectif de la destruction d'Israël, parce qu'ils glorifient son terrorisme, parce qu'ils considèrent le Hamas comme des combattants de la liberté menant une noble résistance. C'est la vérité. Voilà pourquoi ils sont moroses à propos de cet accord. Vous savez qui est satisfait? Les Israéliens sont heureux du retour des otages et de la possible fin de la guerre. Vous savez qui est content? Les Palestiniens de Gaza, dont la vie est un enfer depuis 2 ans. Vous savez qui est vraiment contrarié? Les manifestants radicaux sur la côte, dans les rues de Londres, qui ne sont pas concernés personnellement, mais qui utilisent cela comme un exutoire pour exprimer leur rage contre l'Occident et contre les Juifs, et qui réclament du sang. Ils ne sont pas contents que la guerre soit terminée. Je demande qui alors? Oh, absolument. Je veux dire, au sitcom, c'est quand même fascinant. Quand, tu sais, quand il revendique toutes ces marches, ça se dit, la première, organisée alors que des gens étaient encore, tu sais, violés, assassinés et brûlés vifs avec leurs enfants dans le kibbutz. Je veux dire, c'est tout simplement extraordinaire. Le 7 octobre 2023, oh, est-ce qu'on pourrait organiser une marche pour Gaza? Je veux dire, avant même qu'un soldat de Tsahal ait été appelé, tu sais, pour commencer à gérer cette guerre à leurs frontières. Ils se disent pro-Palestine, mais c'est faux. Ils sont anti-Israël, anti-juifs, mais ils sont aussi, et tu l'as mentionné dans ta réponse, anti-Occident, n'est-ce pas? C'est un mouvement qui ne se contente pas de mondialiser l'intifada. C'est en quelque sorte une mondialisation de la haine de l'Occident, de la civilisation occidentale et des valeurs occidentales. Et ironiquement, ce sont ces valeurs et ces libertés dans nos démocraties qui leur donnent la possibilité et le droit de manifester dans nos rues. J'irais même jusqu'à dire qu'ils vont bien au-delà de ce que la loi autorise en termes de haine, de propos odieux et d'intimidation des gens. Mais ils ne comprennent pas que ce qu'ils réclament, c'est la fin de quelque chose qui leur donne justement la liberté de réclamer sa fin. Oh non, je crois qu'ils comprennent. Ces manifestants gauchistes ne détestent pas seulement l'Occident, mais aussi l'humanité et la décence. Ils ont ouvertement pris le parti d'une armée terroriste qui a commis les atrocités les plus barbares et sadiques, ainsi que la pire attaque terroriste du XXIe siècle, parce qu'ils partagent en son objectif, parce qu'ils veulent la destruction de l'État d'Israël, parce qu'ils sont animés par la même haine ancestrale des Juifs, et parce qu'ils détestent aussi l'Occident. Ils détestent la Grande-Bretagne. Vous savez, Julia, si vous allez à l'une des marches pro-Israël à Londres, vous verrez qu'elles sont extrêmement pacifiques. Et civils, Des drapeaux israéliens, britanniques et de dissidents iraniens sont brandis. Vous allez aux manifestations pro-palestiniennes, que voyez-vous? Des drapeaux palestiniens et irlandais. Cela résume tout. la différence. Mais aussi, vous savez, il n'y a pas de gens qui profèrent des insultes. Et d'ailleurs, les gens ne portent pas non plus de masque pour cacher leur identité. Parlons de ce qui va se passer ensuite. D'accord, croisons juste les doigts pour que tout se passe bien. Et j'espère enfin, toi et moi avons toutes les deux parlé à tellement de familles d'otages et c'est tout simplement déchirant. Cette semaine, tu as parlé le 7 octobre à la mère d'un otage. Ils ignorent s'il est vivant ou mort. Il avait 18 ans quand il a été enlevé. Ma fille a aussi 18 ans. Ne pas savoir pendant 2 ans si elle avait été affamée et torturée sous terre ou enfermée dans un cercueil. Lundi, elle saura peut-être enfin ce qui serait une bonne nouvelle. Il faut juste prier pour eux, supposons que tout cela se produise. Que se passe-t-il ensuite? Parce que les pourparlers de paix, les accords de paix, aller de l'avant, tout cela dépend du fait que le Hamas soit une organisation digne de confiance. C'est une organisation terroriste brutale qui veut ta mort, ma mort, et que tout Israël n'existe plus, soit jeté à la mer. Alors, comment peut-on négocier avec ces gens-là? Exactement. Le Hamas refuse de mettre fin à la guerre et vise toujours à détruire Israël. Il n'a pas renoncé à contrôler l'autorité palestinienne et à poursuivre la guerre contre Israël jusqu'à sa destruction. Ce que nous avons maintenant, c'est un accord de rançon pour les otages et un processus pour parvenir à un cessez-le-feu. Voici ce qui va se passer. Aujourd'hui, le gouvernement israélien se réunit pour approuver officiellement l'accord. Nous nous attendons à ce que les otages soient libérés dimanche, peut-être lundi. Et ensuite, des négociations auront lieu sur la manière de mettre fin à la guerre. Et le plan en 20 points du président Trump précise clairement que le Hamas doit démanteler ses armes. Ces tunnels restants doivent être détruits. Ses dirigeants sont libres de s'exiler s'ils le souhaitent. Gaza doit être déradicalisée.
Et le retrait d'Israël du reste de la bande de Gaza se fera en accord avec la démilitarisation de Gaza. Personne ne s'attend à ce qu'Israël se retire complètement jusqu'à la frontière, tant que Hamas continue de circuler avec des roquettes et des tunnels. Donc je sais que beaucoup de gens, y compris le président Trump lui-même, parlent triomphalement d'un plan de paix. Tempérons notre enthousiasme. Il faut encore exercer une pression mondiale sur le Hamas à travers ses États parrains, ses protecteurs. Peut-être qu'il ne fallait pas reconnaître un État palestinien avant ce moment-là. Peut-être que cela n'aurait pas aidé. Le problème, c'est que le Hamas ne déposera pas les armes. Il pourrait faire semblant de le faire. Il pourrait opérer dans l'ombre et agir comme la mafia, dirigeant tout en coulisses. Mais il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'option de coalition avec les libéraux démocrates. Il n'y a pas de dirigeants modérés, ni au sein de l'autorité palestinienne actuellement dirigée par FATA, ni à Gaza. Ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Alors, qui va s'en charger? La responsabilité repose maintenant sur Hamas et sur Hamas seul. Pas question, nous n'abandonnerons pas nos armes. Nous ne laisserons pas détruire nos tunnels. Israël ne quittera donc pas le reste du pays. Et aurait-il toujours le soutien de Donald Trump? Donald Trump a dit très clairement lors d'une conférence de presse la semaine dernière, vous savez, écoutez, si vous devez libérer les otages et si vous ne le faites pas, alors en gros, il a dit, vous savez, Israël peut faire ce qu'il veut. Ce sera l'enfer sur terre. Ils ont carte blanche. C'est bien beau de dire ça. Donald Trump va-t-il appuyer Israël? Et est-ce qu'Israël peut encore supporter l'opprobre scandaleux qu'ils reçoivent de l'Occident pour mener une guerre totalement juste contre des terroristes à leurs frontières? Je pense que le président Trump souhaite vraiment la paix et veut mettre fin au conflit. Libérer les otages est la priorité. Et ensuite, la question est, que fait-on du reste du territoire du Hamas au-delà de la ligne où Israël s'est retiré? Et je pense que le scénario le plus probable, c'est qu'Israël garde essentiellement ce territoire jusqu'à ce que le Hamas accepte de rendre ses armes. Nous n'irons probablement pas jusqu'à une guerre totale pour chasser le Hamas. Mais le Hamas est en position de faiblesse. Le Hamas est isolé sur le plan international. Et voici le point clé. Les dirigeants mondiaux doivent réfléchir à la façon dont ils incitent le Hamas. Est-ce qu'ils lui donnent du pouvoir? Est-ce qu'ils l'encouragent à abandonner le pouvoir? Ou l'encouragent-ils à rester sur ses positions? Julia, ce n'est pas un hasard si aucun Européen n'a participé à cet accord. Ils étaient hors de propos. Ils n'ont pas aidé à conclure cet accord. Au contraire, ils ont saboté ces pourparlers de cessez-le-feu en donnant du pouvoir au Hamas à un moment crucial avec cette reconnaissance insensée d'un État palestinien inexistant. Ça va être absolument, vous savez, quelques jours où l'on sera sur le fil du siège pour voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Elon Lévy, toujours un plaisir de vous parler. Merci d'être avec nous. J'espère qu'à notre prochaine conversation, la situation sera meilleure. Ex-porte-parole du gouvernement israélien, il anime le podcast Israël, État d'une nation. Ancien porte-parole du gouvernement israélien, il sait toujours ce qui se passe en coulisses.